Je voudrais dire, si je peux me permettre, que je trouve dommage que les questions soient posées par écrit, parce qu'en fait, ça interdit le débat qui pourrait s'établir entre vous et la salle d'une façon beaucoup plus libre et spontanée. Alors, moi je suis prêt, si vous voulez, je serai très volontiers que je réponde à une question orale, mais il faut à ce moment-là que chacun s'engage. La seule raison pour laquelle les organisateurs ont préféré passer par des questions écrites, c'est que vous savez, parfois nous avons des gens dans la salle qui commencent une seconde conférence au lieu de poser une question. Vous savez très bien. Donc, c'est pour cela que j'ai préféré d'une part laisser du temps aux questions, et ne pas être trop long dans mon propos introductif, mais si vraiment vous vous engagez, chacun d'entre vous qui pose une question, à ne pas faire de conférence et à poser une question, je suis tout prêt à prendre le risque, hein, ce sera effectivement beaucoup plus vivant. Donc on va récupérer des questions écrites encore, donc continuez, mais entre-temps on peut prendre quelques questions orales. Alors, oui, alors allez-y. Vous avez parlé des instances sportives et de l'éventuelle discrimination. Comment on va mesurer le 100 mètres si quelqu'un qui en a, disons, veut courir en catégorie féminine? Non, mais vous avez raison, ça fait partie des absurdités évidemment du système. Bon, je n'ai pas vraiment de réponse à vous apporter. Il est certain qu'il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas non plus, comment dire, faire de cette théorie un simplisme. Les réactions que j'ai souvent sur Internet, lorsque les gens découvrent l'ensemble de ces citations, la première réaction lorsque je donne ces citations, c'est de dire que c'est pas vrai. Une fois que je donne les références, ils sont bien obligés d'avouer que effectivement c'est le cas. La seconde réaction, souvent, c'est de dire vous êtes trop simpliste. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Il ne faudrait pas que vous pensiez que ce que je dis aboutit à accuser les tenants de la théorie du genre de nier la différence matérielle, sexuelle. Ils vous disent, mais attendez, nous sommes parfaitement conscients qu'un homme n'est pas doté sexuellement de la même façon qu'une femme. On ne dit pas le contraire. On ne dit pas le contraire. Mais ce qu'on dit, disent-ils, c'est que ça n'a pas de rôle déterminant. Ça n'a aucun rôle déterminant et ça ne doit avoir aucun rôle déterminant. Donc pour répondre à votre question, si on prend votre question telle qu'elle est, elle aboutit à dire c'est absurde parce qu'effectivement on aboutit à des impossibilités, notamment sur le plan sportif. Mais là, l'argument ne les touchera pas, parce qu'ils vous diront mais nous ne nions pas qu'un homme peut courir plus vite qu'une femme. C'est pas ça que nous disons. Nous disons simplement que les éléments physiques ne doivent plus avoir aucun rôle déterminant dans la vie. Et que si les gens, en dépit de leurs attributs physiques, décident de changer de sexe, ils doivent pouvoir le faire librement. S'ils veulent avoir une sexualité complètement différente de celle à laquelle on est habitué, il faut qu'ils aient cette sexualité complètement différente. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué, parce que si on leur dit vous niez complètement la différence matérielle, ils vont vous rire au nez en disant mais non, on n'a jamais dit ça. Ils ont raison. Alors d'autres questions par oral, puisqu'on a commencé, je prendrai les questions peut-être après. Depuis que le monde est monde, dans toutes les religions... Oui, prenez le micro. Oui, depuis que le monde est monde, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, les sociétés sont toujours basées sur la famille, un homme, une femme, un papa, une maman, etc. Bon, a priori, dans ce que je sais. Et également dans les pays qui ne sont pas les pays riches de la planète, c'est aussi toujours pareil. Donc comment les penseurs dont vous parlez là, sur cette théorie du genre, peuvent étayer cette théorie alors que ça paraît complètement isolé par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport même à la réalité physique actuellement, où dans les pays pauvres, on ne se pose pas ce genre de problème. Alors, leur réponse va être très simple. Ils vont vous répondre qu'on est dans des sociétés qui ont été la plupart du temps patriarcales et qu'on a imposé à la femme un rôle de mère qui n'était pas celui qu'elle devait forcément avoir. Et que donc on est habitué à l'idée qu'un enfant c'est un père et une mère, mais qu'en réalité ça vient d'une structuration sociale. Alors évidemment c'est purement arbitraire, c'est le même arbitraire que Rousseau. Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Que dit Rousseau? Il dit écoutez, ce que je vais vous dire ça ne correspond à aucune expérience. Je vais faire partir mon propos de quelque chose qui n'a jamais été constaté nulle part. Donc j'ai créé un homme idéal, et à partir de cet homme idéal, je vais vous dire comment doit être la société. Mais il dit en toutes lettres, vous prenez le discours sur l'origine de l'inégalité, il dit en toutes lettres, je ne fais pas de l'expérience, j'invente l'homme tel qu'à mon avis il devrait être. Pour les tenants du genre, c'est pareil, on est un petit peu dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, mais très très sincèrement, vous constatez qu'un enfant c'est un père humain, mais moi je vous dis que c'est une construction sociale, que c'est une construction qui a été imposée à la femme. C'est-à-dire qu'ils ont une idée de la femme dissociée de la nature de la femme,
Et ensuite, ils en déduisent qu'on a imposé à la femme quelque chose qu'elle n'était pas. Et lorsque, par exemple, une d'entre elles dit qu'il faut mettre fin à la division sexuelle du travail dans lequel la femme est mère, elle exprime bien la chose. Elle dit, en fait, on a imposé une division du travail en disant aux femmes, vous allez être mère. Mais ça n'est pas dans la nature. Et là, on touche un moment où la discussion devient quasiment impossible. Parce que si la personne veut s'en tenir à cette artificialité complète de la pensée qui n'a aucun rapport avec l'expérience, vous n'avez aucun moyen de la contredire, enfin vous pouvez la contredire, mais vous n'avez aucun moyen de la convaincre. Puisqu'elle se fait comme Rousseau une idée artificielle de ce que doit être la femme, ensuite elle vous dit, si vous me dites que la femme n'est pas ça, c'est parce qu'on l'a empêchée d'être ce qu'elle devait être, puis voilà, la question est réglée. Donc nous, que devons-nous faire? Nous devons au moins, lorsque nous sommes conscients du danger, identifier les processus psychologiques. Hier, j'étais en conférence de presse au Maroc. J'étais allé faire une conférence au Maroc sur ces questions. Et deux journalistes, deux jeunes femmes, me posent la question en disant, mais finalement vous dites, par exemple, vous parlez du mariage homosexuel, vous me dites que les enfants, s'ils sont adoptés par un couple homosexuel, vont avoir quelque chose en moins par rapport à ce à quoi ils peuvent prétendre, c'est-à-dire l'altérité, le père et la mère. Sur quelle étude vous basez-vous? Et alors je lui ai répondu, et ça m'a semblé vraiment important, je lui ai répondu, quand vous posez cette question, vous êtes dans l'idée du genre déjà. Bon, me dit-elle, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une constatation, l'enfant naît d'un père et d'une mère. C'est donc à vous qui voulez changer cela, qui résulte de la simple constatation évidente, de m'apporter les études qui montrent que si on change, ça n'aura pas d'incidence négative. C'est pas à moi, c'est pas à moi d'aller faire des études pour montrer que ça n'aura pas de conséquences négatives. Parce que sinon j'admets, par un processus qui fait qu'on est sans arrêt piégé, qu'il est légitime et cohérent de sortir de l'observation de la nature pour poser un être complètement artificiel et inventé. Or, le premier point que nous devons tenir, si nous voulons garder l'esprit clair et ne pas être brinque-ballés par des concepts et des sophismes absurdes, ça consiste à dire, ce que nous constatons, c'est ceci, c'est la nature. Vous voulez quitter la nature en disant qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'a jamais été comme ça, c'est à vous maintenant de m'apporter la preuve scientifique. Et là, nous posons de graves problèmes à ceux qui prennent cette théorie. Je vais vous donner un exemple sur ces questions d'études. Lorsque le programme est sorti, le programme du gouvernement, il y a 2 ou 3 associations qui ont écrit en disant, écoutez, dans ce programme, vous fondez toute votre démarche sur la constatation, qui est dans le document. Vous pouvez le télécharger librement, d'ailleurs, ce programme. Il est sur le ministère des droits de la femme et sur le ministère des porte-parole du gouvernement. Vous dites que, depuis 10 ans, un homosexuel sur 4 a été physiquement agressé. Sur quoi vous basez-vous? Le temps passe, pas de réponse, les associations relancent, et finalement on leur dit c'est un sondage IFOP, qui était effectivement indiqué. Mais aucune trace de ce sondage IFOP, y compris sur IFOP. Les associations font une recherche complémentaire, et finissent par tomber effectivement sur un sondage qui était dans un sous-étage d'IFOP, presque caché en quelque sorte. Et en fait on s'aperçoit que c'était un sondage qui avait été commandé par le magazine Têtu. C'est-à-dire que le gouvernement faisait l'ensemble de son programme sur la base d'un sondage commandé par le magazine Têtu. Et on est allé voir, du coup, le sondage. Je me suis plongé dans la question, moi aussi. Et j'ai constaté que, finalement, le panel de personnes qui avaient répondu était de 250 sur la France entière. 250 personnes. Et ces personnes qui ont dit « j'ai été agressé », il n'y a eu aucun recoupement avec les mains courantes ou les plaintes déposées pour permettre de savoir si, oui ou non, il y avait une trace de cette agression. Donc la personne, elle pouvait être militante de la cause et dire « j'ai été agressé », aucune possibilité de le vérifier, et on prend ça comme argent comptant, avec 250 personnes. Donc si vous voulez, ça montre bien que, là aussi, il ne faut pas laisser passer la nécessité de mettre les gens qui prônent autre chose que les questions naturelles en face de leur responsabilité. Faites-nous des études sérieuses, et c'est à vous d'abord de les faire, et faites-les de façon scientifique, qu'on sache sur quoi on s'appuie. La théorie du genre, c'est l'idée que l'homme et la femme sont aussi le produit de la façon dont ils sont élevés. Et je pense que c'est une théorie qui est de la justesse et qui mérite d'être examinée, au sens où Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient par l'éducation qu'on a reçue, de même qu'on ne naît pas homme, on le devient par l'éducation qu'on a reçue. » Je trouve que c'est donc une question qui est intéressante, et je pensais qu'il y aurait un débat intéressant sur la partie entre nature et culture,
Or, je trouve que vous avez fait très peur à votre auditoire en présentant, d'abord en parlant essentiellement d'homosexualité, de bisexualité, de transsexualité, alors que les questions de genre ne se limitent pas du tout à cela, que vous avez présenté comme évidentes des conséquences qui sont très loin de l'être, du style un jour, lorsqu'on voudra avoir un enfant de façon naturelle, cela sera ressenti comme archaïque et abject. Je trouve que c'est très très dommage, parce que ce sont des questions qui sont intéressantes, qui sont importantes, et je trouve qu'elles mériteraient d'être présentées d'une façon moins caricaturale. Alors, je vous remercie de votre question, je vais y répondre, hein, et je vous rassure, je suis habitué à cette question. Vous n'êtes pas la première à la poser, et je me réjouis parce que vous avez raison, elle est importante. Encore une fois, quand on va prendre Simone de Beauvoir dans le sens positif, on ne naît pas femme, on le devient. Il y a deux façons de prendre cette citation. La première façon, c'est de dire, est-ce qu'on s'accomplit comme femme, ou est-ce qu'on s'accomplit comme homme, facilement? Non, c'est un travail que nous faisons tout au long de notre vie. On ne devient pas mère simplement parce qu'on a un enfant, il y a un travail qu'on fait sur soi-même. On ne devient pas père parce qu'on a des enfants, il y a un travail qu'on fait sur soi-même, dans tous les domaines. Et dans le domaine de la construction de cette personnalité d'homme et de femme, c'est tout à fait vrai. Si on prend la citation sous cet angle-là, elle est exacte. C'est-à-dire qu'on accomplit la nature, on travaille sur soi-même profondément de façon à devenir ce qu'on doit devenir, en quelque sorte. La deuxième acception, et c'est là où l'identité de genre devient extrêmement pernicieuse, et les deux sont liés. Et les deux sont liés. Ça consiste à dire, je choisis d'être femme. Et si je ne veux pas être femme, je choisis de ne pas l'être. Quand vous avez par exemple des affiches dans certaines villes qui ont fleuri il y a encore un an, où on voyait sur l'affiche, Amandine est née cette nuit, présumée hétérosexuelle. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec votre citation de Simone de Beauvoir. Vous voyez bien qu'il s'agit simplement de dire, nous cassons le lien entre la nature et le choix que fait l'homme, la femme, de ce qu'il doit être. Donc nous n'accomplissons plus la nature, nous ne faisons plus en sorte de la faire la meilleure possible, nous la nions. Et c'est là que la théorie des genres devient pernicieuse, parce que si c'était uniquement l'égalité entre les personnes, ça ne poserait pas de problème, si c'était le féminisme. Mais même les gens qui défendent cette théorie disent, nous n'avons plus rien à voir avec le féminisme, c'est plus notre problème. Ce que nous voulons, c'est une société nouvelle. Alors vous dites, je tire des conséquences caricaturales. Il y a quelque temps, je ne revenais pas moi-même, France Info fait tout un long débat de plusieurs heures, vous en souvenez certainement, sur la question des assistantes sexuelles. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et je suis resté pantois. Je me suis dit, qui aurait pu imaginer, il y a ne serait-ce que 20 ans, qu'on envisage de transformer en fonctionnaires payés par l'État, en personnes chargées d'un service public, des femmes ou des hommes qui vont aller chez des handicapés moyennant de l'argent pour leur donner du plaisir sexuel de façon technique. C'était inimaginable il y a 20 ans. Alors rentrons dans le détail. Prenons cet exemple, continuons parce que, si vous voulez, il faut rentrer dans le concret aussi. Comment elle va faire cette femme pour donner du plaisir sexuel à l'handicapé? Il n'y a pas 36 méthodes. Il y a 20 ans, c'était impensable. Maintenant, on veut en faire un service public. Ça montre que l'évolution des esprits se fait à une vitesse faramineuse. Et que ce qui vous semble caricatural aujourd'hui vous semblera naturel dans 20 ans. Et je vais vous dire, si vous relisez un peu les ouvrages, y compris ceux que je citais tout à l'heure, de Le Succès ou 1984 de George Orwell, vous verrez qu'ils ont vu, avec 20 ans, 30 ans d'avance, pour la plupart des phénomènes de nos sociétés, ce qui est en train de s'y dérouler. Et donc, pour terminer, pour répondre, parce que si je ne vous convainc pas, je n'y arriverai pas. Il arrive un moment où les gens n'écoutent pas. Mais si votre critique consiste à dire il y a un problème dans le genre, c'est vrai qu'il y a des femmes dans les pays du tiers-monde, et même dans certaines périodes de notre époque, des femmes qui ont été ravalées à un rôle qui n'était pas le leur. Ça, c'est bien de lutter contre ça. C'est bien. Mais s'il s'agit de détruire la nature pour arriver à un nivellement complet sans qu'il n'y ait plus aucun repère naturel, cela, ça n'a rien à voir. Et je dirais même que ça doit nous entraîner à réfléchir un peu sur l'histoire. On parle de la condition féminine. Mais il faut savoir que la condition féminine était bien meilleure au Moyen-Âge, par exemple, au XIIIe siècle, qu'elle ne l'était ensuite au XVe, XVIe siècle. Il faut savoir que c'est depuis Philippe le Bel et la Renaissance du droit romain
qu'on est revenu à un droit où la femme était privée des droits qu'elle avait auparavant. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, les femmes votaient. On dit toujours que c'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote en 1944 aux femmes, mais on leur avait ôté. Philippe le Bel leur avait ôté en quelque sorte, la renaissance du droit romain. Mais vous avez, dans le livre d'histoire, les historiens sérieux, Georges Duby, Léonore Powell, et même Régine Pernon, qui a fait d'excellents ouvrages sur la question, qui montrent que dans certains villages, les majorités basculaient en raison du vote des femmes. Elles exerçaient toutes sortes de métiers, mis à part le métier des armes. Tout ça pour dire qu'il faut relativiser, mais ce qui doit rester, pour répondre vraiment à votre question, c'est l'identité de genre, l'égalité, le respect et l'absence de persécution par la force d'un sexe par l'autre, oui. Mais la négation de la nature, de le fait qu'on puisse choisir son sexe indépendamment de celui dont on a été doté, non. Juste un mot et après je ne parlerai plus. Ce que vous dites des assistants sexuels, Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le genre. Ce que vous dites là, c'est une forme de prostitution, tout simplement. C'est se demander si la prostitution doit être légalisée. Oui, Mais ça n'a rien à voir avec le genre. j'ai pas dit que ça avait, vous m'avez mal entendu, je n'ai pas dit que ça avait quelque chose à voir avec le genre. C'était pour répondre à votre question sur le Rien à voir avec le genre. Oui, non mais c'était pour répondre à votre question, madame, sur le fait que certaines de mes anticipations étaient caricaturales. C'était pour vous montrer, mais oui, vous secouez la tête, parce que s'il y a 20 ans vous avez dit ce qu'il en est pour les assistants sexuels, vous auriez eu la même réaction qu'aujourd'hui. Vous auriez dit, mais personne ne peut faire ça, sérieusement. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a des choses qui semblent impensables aujourd'hui, qui dans 20 ans paraîtront naturelles, parce qu'il y a des choses qui semblaient impensables il y a 20 ans, et qui aujourd'hui paraissent naturelles. Voilà, finalement, on est passé à l'oral. Je vais prendre les questions des Alors, très bien. Je vais prendre déjà ces questions. Quel intérêt ont les politiques à soutenir le genre? Est-il plausible de croire que l'objectif de cette idéologie est de faire des personnes déconnectées les unes des autres et donc mieux manipulables par des totalitarismes politiques? Quels intérêts notre société aurait à faire appliquer la théorie du genre? Comment faire pour ne pas adhérer à cette mouvance et lutter contre elle? Alors, les hommes politiques, c'est un mystère. D'abord, dans cette affaire, je vais être très clair, je n'incrimine pas un gouvernement plutôt qu'un autre. Parce que je vous rappellerai que les manuels scolaires ont incorporé le genre sous le ministère de M. Chapelle, ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de M. Sarkozy. Donc, d'une certaine façon, c'est indépendant de l'orientation politique. Il m'est arrivé de dire, d'ailleurs, devant ces mêmes hommes politiques, qu'ils se faisaient manipuler. C'est ce que je pense. Ils n'ont pas eu le temps, peut-être, pour un certain nombre d'entre eux, de se pencher sérieusement sur la question. Mais il faut savoir que dans tous les cabinets ministériels aujourd'hui, vous avez des militants LGBT. Ils sont présents partout. Ils sont extrêmement bien représentés, sans aucun rapport avec le nombre de personnes qu'ils représentent. Et donc, il y a une influence qui s'exerce dans tous les milieux. Ça s'est fait progressivement par cooptation. Un qui en appelle un autre, qui en appelle d'autres. Et aujourd'hui, dans tous les cabinets ministériels, vous en avez. Donc les hommes politiques, s'ils ne font pas attention, s'ils ne sont pas convaincus que ces questions culturelles sont fondamentales, vont céder et vont laisser faire un certain nombre de choses en pensant peut-être que ça fera passer la pilule sur d'autres domaines. On va donner satisfaction sur tel point qui apparaît secondaire à un homme politique, et puis pendant ce temps, on parlera moins d'un souci d'économie, de chômage et autres, sans se rendre compte qu'en réalité, le problème en question est beaucoup plus important encore. Parce qu'à long terme, il va y avoir des effets dévastateurs et qu'on ne pourra jamais restaurer une économie digne de ce nom si on n'a pas des familles qui retrouvent une certaine stabilité, si on n'a pas des repères chez les jeunes gens, si on n'a pas une sorte de possibilité de se projeter dans l'avenir avec une certaine confiance. Or, quand tout disparaît, quand il n'y a plus de repères d'aucune sorte, la confiance disparaît aussi, et regardez autour de vous, combien de jeunes gens en fin d'adolescence sont ballottés à droite et à gauche sans savoir où aller. Et quand vous les interrogez, ils vous disent pour beaucoup d'entre eux, ou en tout cas un trop grand nombre d'entre eux, que ce qui les intéresse, c'est leur sortie du samedi soir en boîte, de se retrouver ensemble pour boire des bières et se saouler, y compris à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans déjà, et c'est fréquent. Et je ne parle pas de la laisser de fumer quelques joints au passage. Donc voilà. Alors les hommes politiques, c'est un petit peu un mystère pour cela, il faut simplement leur faire comprendre, mais les choses avancent, Si une commission d'enquête s'est créée à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si elle travaille, ça montre bien qu'il y a une inquiétude quand même qui est en train de surgir sur ce plan-là. Alors oui, il est vrai qu'à partir du moment où les personnes sont déconnectées les unes des autres, elles sont mieux manipulables, c'est certain, par des totalitarismes politiques, mais c'est également un problème de consumérisme. À partir du moment où vous nivelez complètement l'ensemble des sociétés, vous avez des produits en économie d'échelle qui vont pouvoir s'écouler encore plus librement qu'auparavant, parce que les structures sociales
ne mettront plus d'obstacles devant cet écoulement de produits. Donc oui, l'uniformisation complète du monde, avec la suppression totale des différences, c'est quelque chose qui peut être utilisable pour ceux qui veulent faire toujours plus d'argent dans notre société. Alors, d'autres questions. N'estimez-vous pas qu'il y a une filiation entre la théorie du genre et le behaviorisme, refus des lois de la biologie et de la génétique? Oui, c'est exactement ce que je vous disais. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais vous savez, il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. À mon sens, prenez la théorie du genre en disant la nature n'est plus une référence, il faut s'affranchir complètement de la nature pour découvrir la véritable liberté de l'homme. C'est une façon de dire que le nazisme est légitime. Purement et simplement. Parce que qu'est-ce que c'est que le nazisme? C'est une théorie culturelle qui dit qu'il y a une race supérieure aux autres, ça ne repose pas sur la science, mais c'est une théorie culturelle. Eh bien, pourquoi elle aurait moins de mérite que celle du genre? Puisque là aussi c'est une théorie culturelle qui s'affranchit de la nature. Donc à partir du moment où vous acceptez de vous affranchir de toute référence à la nature, vous ouvrez la voie à tous les totalitarismes et vous justifiez, y compris a posteriori, celui du nazisme. Ils ont eu moins de chars que leurs adversaires, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ou à l'Assemblée nationale, ou dans telle enceinte nationale, il y a moins de voix d'un côté que de l'autre, c'est pour ça qu'on perd. Et si vous n'avez plus de référence avec la nature, c'est le règne du totalitarisme qui s'instaure. Avons-nous un peu de recul par rapport à des expériences menées pour des enfants aujourd'hui sur réactions identitaires d'enfants traités de façon asexuée? Non, pas encore. Les expériences aujourd'hui qui sont faites sont vraiment dans le sens inverse. J'ai été frappé là aussi à France Info, j'étais surpris. Odile de Monchicourt, dans sa chronique scientifique, faisait état d'expériences qui ont été menées, et qui aboutissent à constater que dès le très jeune âge, les enfants des sexes différents réagissent de façon complètement différente. Il y a d'autres expériences qui ont été menées où on met des enfants, des nourrissons, on leur met des mobiles au-dessus de leur berceau, et on s'aperçoit que les petits garçons se dirigent vers le mobile qui ressemble à une machine, et que la petite fille se dirige vers le mobile qui ressemble à un objet coloré, joli et poétique. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Mais de même que je suis ravi qu'il y ait des femmes aviateurs qui défient le mur du son de façon plus efficace que d'autres collègues aviateurs du sexe opposé. Mais ça n'a rien à voir. Ces femmes aviateurs, ça ne les empêche pas d'avoir des enfants et de créer une famille. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'une petite fille aime les camions que pour autant, sa vocation, c'est pas d'être mère le jour où elle aura rencontré quelqu'un dont elle tombera amoureuse. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Je vais prendre encore d'autres questions. Comment se comporte quelle est la situation en France par rapport à d'autres pays de l'OCDE? Alors la situation de la France, je vous l'ai dit, quels que soient les gouvernements, on va vers la théorie du genre. Je vous ai parlé de la Convention d'Istanbul, elle a été signée en 2011. Le traité de Lisbonne, qui a été refusé par référendum par le peuple français, a été imposé exactement dans les mêmes termes, ensuite au Parlement réuni en Congrès. J'ai écrit un ouvrage sur la question, que vous trouverez en librairie, j'ai peur qu'il soit épuisé, mais il est en réimpression, m'a-t-on dit. Donc il s'appelle « Mini-traité européen, la Constitution par la force ». Dans cet ouvrage, je prends le traité que vous avez eu, vous savez, avec le fascicule bleu, et je prends les articles du traité de Lisbonne. Et je commente le traité de Lisbonne en mettant à chaque fois la référence du nouveau traité et la référence de la Constitution qui était dans le fascicule bleu. Il n'y a pas une virgule qui change. On a simplement organisé les textes de façon différente. C'est le même texte. Il y a deux, trois petites bricoles qui changent. Mais pour le 99%, pour tout ce qui est important radicalement, c'est le même texte. Et dans ce traité de Lisbonne, vous avez notamment cette charte des droits économiques et fondamentaux, qui a été mise en simple annexe, mais qui a la même valeur que le traité. Et c'est cette charte qui dit que tout le monde a le droit de se marier, en enlevant ce qui était auparavant la référence à la différence sexuelle. Et qui ajoute que l'orientation sexuelle est un élément extrêmement, fondamental de la politique européenne. Et le traité va assez loin parce que si un État en Union européenne va dans le sens de la reconnaissance de ces thèses, il faudra ensuite, pour qu'il revienne en arrière, l'autorisation des autres pays de l'Union européenne. Parce que le traité de Lisbonne prévoit que quand on va dans ce sens-là, ça va, mais quand on veut revenir en arrière, il faut que les autres pays soient d'accord pour ce retour en arrière. Alors, retour en arrière dans leur idée. Et donc, la situation de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE, vous savez, nous avons un génie, nous, en France, qui est dans le bien comme dans le mal. Et là, nous pouvons être très performants pour faire avancer cette théorie du genre, et elle est vraiment à l'œuvre de façon incroyablement puissante depuis quelques mois en France. Nous risquons d'être le vecteur en Europe. Nous risquons d'être le vecteur en Europe, sauf si il y a une résistance intellectuelle qui s'organise et qui dit non. Comment on peut résister? Alors comment résister? La première chose, c'est d'abord de vous informer
et d'informer les gens qui sont autour de vous. Je ne crois pas me tromper en vous disant qu'un certain nombre d'entre vous, lorsque vous avez commencé à entendre ces textes que je citais, vous avez eu un moment de stupéfaction. Un moment de stupéfaction. Il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître. Alors nous avons maintenant des moyens de diffusion qui sont extraordinaires. Si vous mettez une vidéo sur YouTube, elle sera vue énormément. J'ai fait une conférence le 22 mars, si je me souviens bien, et un des assistants m'a demandé la permission de la filmer. Il l'a filmée, c'était une vidéo amateur, et on l'a mise sur Internet. Elle a fait 130 000 visionnages en même pas un mois. Donc les gens sont partants pour avoir cette information. Donc faites connaître autour de vous les vidéos qui montrent ce qu'est vraiment cette théorie, donnez les liens à vos amis sur Internet de façon à ce qu'ils la regardent. Et une vidéo de 15 minutes, tout le monde la regarde. Et c'est pour ça que ça marche bien. Donc ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est que dans vos contacts personnels autour de vous, vous devez réagir, ne pas laisser le terrain libre. Donc une fois que vous avez des gens en face de vous qui disent « mais non, il faut lui dire, écoute, à partir du moment où tu m'as dit non, tu as l'obligation de prendre les éléments que je te présente pour vérifier si tu as raison de dire non. » Donc ayez toujours auprès de vous quelques citations. Enfin, ce sont des choses qui sont importantes, mais qui peuvent... Parce que c'est un combat d'idées qui se mènent de personne à personne. Et ce n'est pas votre témoignage sur la réalité de ce qu'est cette théorie que vous arrivez à faire avancer les choses. Oui. Excusez-moi, et dans les écoles, si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui va être enseigné à nos enfants... Prenez le micro, sinon les gens ne vont pas vous entendre. Dans nos écoles, si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui sera enseigné donc, à nos enfants, comment pourrions-nous faire? J'ai entendu parler en Allemagne, je ne sais plus dans quel pays, en Allemagne, de parents qui avaient été donc emprisonnés. Qu'est-ce qui va... Je ne sais pas, quelle arme. Alors c'est vrai, des parents en Allemagne ont été condamnés à une peine de prison, heureusement avec sursis pour l'instant, parce qu'ils refusaient qu'on enseigne à leurs enfants la théorie du genre. Il y a un certain nombre de données liées à cette théorie. Alors, pour l'instant, le genre n'est pas encore imposé dans le système législatif. Malheureusement, si la nouvelle loi qui est en cours d'examen au Parlement passe, ça va devenir un cadre législatif. Donc là, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on est en train de préparer dans les associations des recours contre la circulaire de Madame Belkacem, des recours contre la circulaire de Madame Taubira. Tout ça est en train de passer devant les juridictions, et parfois avec succès. Il ne faut surtout pas avoir un esprit désespéré. Le tribunal administratif de Paris, en novembre dernier, a annulé l'agrément de l'association SOS Homophobie, en constatant que ce n'était pas du tout l'homophobie qui intéressait cette association, mais qu'elle en profitait pour faire rentrer des quantités d'éléments d'attaque sur ce qui était naturel. Donc le combat des idées n'est pas perdu. Alors sur le plan juridique, c'est vrai qu'il y a une urgence. Sur le plan politique, il y a une urgence. Alors si vous avez la possibilité de vous associer à des actions pour essayer de convaincre les institutions de ne pas aller dans ce sens-là, faites-le. Alors, vous savez qu'il y a des manifestations qui se déroulent ici et là, dont on parle parfois. Pensez-y. Mais oui, il y a une urgence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le traité de Lisbonne, qui est un carcan pour la France, il y a un autre élément d'espoir qui est très important. Je suis actuellement le seul à le dire, mais tous les juristes avec qui j'en parle sont d'accord. Le traité de Lisbonne, à mon sens, n'est pas applicable. On nous fait appliquer aujourd'hui un traité de Lisbonne qui ne l'est pas. Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. Lorsque l'Union européenne adopte un nouveau traité, il faut que le texte soit adopté à la virgule près de la même façon par tous les États, et selon leurs règles constitutionnelles. Et lorsqu'on a fait adopter le traité de Lisbonne, tous les pays l'ont ratifié, sauf un, l'Irlande, qui a rejeté le texte parce qu'il fallait passer par un référendum. Alors que nous, ce n'était pas obligatoire. Et l'Irlande a rejeté le texte, du coup, le traité ne pouvait pas entrer en application. Donc pendant 2 ans, l'Union européenne a négocié avec l'Irlande. Et en octobre 2009, 1 mois et demi avant la date d'entrée en application qui était prévue à l'avance du traité de Lisbonne, nouveau référendum en Irlande, et le nouveau texte est adopté. Mais ce texte était très différent. Il y avait 3 points fondamentaux dans lesquels il était différent. La présence du représentant irlandais dans la Commission européenne, la liberté fiscale de l'Irlande et la neutralité en matière de politique extérieure. Donc le texte adopté par l'Irlande est radicalement différent sur des points importants de celui qui a été ratifié par les autres États. Et donc pour que le traité de Lisbonne soit applicable, il aurait fallu que tous les autres États ratifient à nouveau le nouveau texte. Or, ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, on applique un traité de Lisbonne qui n'est pas applicable.
Et on l'a très bien vu lorsqu'on a commencé à parler du Fonds monétaire de secours, parce que dans le monde, on voyait apparaître des déclarations d'hommes politiques européens disant il faudrait ajouter un codici à ce traité sur les questions monétaires, et le codici, c'était notamment prévu pour incorporer les modifications qui avaient été choisies par l'Irlande, pour les faire ratifier un petit peu incognito. Finalement, ils ont renoncé, parce que tôt ou tard, le pot rose aurait été découvert. Et donc ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'on est dans une situation incroyable où nous appliquons un traité qui n'a pas été ratifié par la France. Alors, si nous pouvons, là aussi, faire avancer cette simple constatation, avec des difficultés énormes dans les médias, parce que vous imposez tellement de choses quand vous dites ça qu'on ne vous écoute pas, on vous bâillonnera. Et si nous pouvons faire avancer cette idée, ben nous aurons écarté un obstacle majeur dans le recouvrement de notre liberté vis-à-vis des questions morales et sociales. Oui ? Est-ce que je peux me permettre une question personnelle au niveau de l'Europe? Êtes-vous personnellement contre l'Europe ou... Je voudrais essayer de comprendre. Compte tenu que nous perdons le droit à la souveraineté, nous pouvons être contre l'Europe. Parce que la construction européenne, telle qu'elle configure juridiquement le pouvoir, prenons le cas sur ce cas de la migrante, comment voulez-vous, juridiquement, vous avez la réponse. Nous n'avons aucune possibilité juridique de contre-attaquer l'Europe. Oui, alors, évidemment, on ne va pas transformer ce débat en débat sur l'Europe, hein, mais c'est une question très intéressante, très importante. Non, comment être anti-européen? J'ai vécu toute mon enfance à l'étranger, mes parents étaient professeurs. L'un professeur de philosophie, l'autre professeur de français. Et donc j'ai un amour presque mystique pour la France. Mais lorsque nous étions à l'étranger, on parlait des Européens. Et pour moi, l'Europe, c'était quelque chose qui était magnifique. Et il suffit de regarder autour de nous pour voir l'extraordinaire diversité et richesse de l'Europe. Les réalisations incroyables dont nous avons été capables. Donc nous avons une fierté d'Européens qui n'est pas du tout contradictoire avec la fierté d'être français, d'être allemand, d'être italien. Il y a un génie dans l'Europe qui est un génie que le monde entier nous reconnaît et que nous sommes les seuls à l'extrême à ne pas reconnaître dans certains cas. Donc comment ne pas être européen? Ce que je ne suis pas, à titre personnel, puisque vous posez la question, c'est que je ne suis pas un fédéraliste. C'est-à-dire que l'Europe doit être une Europe qui réserve, chaque fois que c'est nécessaire, la souveraineté des nations, et qui met en synergie ce qui est nécessaire pour que les choses aillent bien, mais qui laisse toute latitude aux États, chaque État a en quelque sorte ses vocations. Il faut que l'Union européenne les reconnaisse, les laisse agir, et puis lorsque c'est nécessaire, au contraire, qu'on mette nos forces en commun. Donc il s'agit par exemple, dans le domaine militaire, de créer une armée commune pour défendre le continent, c'est très bien. Maintenant, s'il s'agit d'intervenir en Côte d'Ivoire ou d'intervenir dans un pays africain où la France a depuis très longtemps un rôle particulier, on n'a pas besoin de l'accord des Allemands, des Italiens pour le faire. Donc je réponds très brièvement, je ne suis pas du tout anti-européen, mais il faut veiller à ce que les vocations et les richesses des nations ne soient pas sacrifiées sur l'autel du fédéralisme. J'ai d'autres questions, mais n'hésitez pas à en poser encore par oral. Alors, dans quelle mesure peut-on refuser d'enseigner cette théorie dans les écoles privées, dans les écoles publiques? Alors, dans les écoles privées, vous savez que la loi de 59, dit la loi Debré, préserve le caractère propre des enseignements privés, des établissements privés. Les établissements privés ne se défendent pas assez. Ils ont le droit de faire respecter leur caractère propre. Et le caractère propre, c'est notamment la conception de la nature humaine. Donc, les établissements privés ont un outil juridique, législatif, qui peut leur permettre de lutter contre l'instauration de la théorie du genre dans leurs écoles. C'est à eux de s'en servir, c'est aux parents d'élèves de saisir cet outil. Dans les écoles publiques, malheureusement, cet outil n'existe pas. Est-ce que l'enseignement catholique est prêt à enseigner cette théorie du genre? J'espère que non. Mais je n'en suis pas certain, je ne suis pas sûr que dans certaines écoles... Parce que l'enseignement catholique, c'est très divers. L'enseignement catholique, c'est des professeurs qui parfois sont des adversaires acharnés du catholicisme, c'est très bien. Il y a des élèves trouvent dans l'enseignement public une ouverture d'esprit vis-à-vis de la religion catholique, parfois nettement plus grande dans les établissements publics que dans certains établissements privés. Moi-même, j'ai fait toutes mes études dans un établissement public. J'en ai jamais souffert sur le plan spirituel. Donc les choses sont, vous voyez, les choses ne sont jamais aussi simples qu'on vous le dit. Il faut toujours regarder sur le plan humain comment sont les choses. Onfray était prof dans le catholique. Comment? Onfray a été prof dans l'enseignement catholique. Excusez-moi, j'ai pas compris. Michel Onfray a été prof dans l'enseignement catholique. Oui. Oui, mais vous voyez, Michel Onfray, bien sûr, c'est un philosophe extrêmement marqué sur le plan politique, mais
il y a des réflexions de bon sens quand même. Et je vous rappelle que c'est lui qui, me semble-t-il, a publié il y a quelques années un livre complètement dévastateur pour tout ce qui est psychanalyse freudienne. Donc là aussi, vous savez, les personnes, elles ont des qualités au-delà de leurs étiquettes, il faut savoir les reconnaître. Donc, oui. Je rebondis pour poser une question sur la liberté de conscience à deux niveaux. Le premier, c'est que la loi dite Taubira va certainement être promulguée et que 20 000 élus ont signé, je pense, une pétition pour refuser de marier des couples d'un même sexe, quelles que soient d'ailleurs leurs origines politiques. Et le deuxième sujet que nous abordons ce soir, c'est que beaucoup d'enseignants vont se trouver face à des circulaires, vous venez de l'aborder, dans des écoles publiques et privées, et vont avoir un déchirement pour enseigner à des enfants dès 6 ans que, voilà, papa et maman, c'est pas forcément la nature, etc. Donc, entre cette fracture, cette déchirure, quels sont les éléments juridiques qui pourront être invoqués? Quels sont les... comment dirais-je, dans ce combat qui commence? Parce qu'il ne faut pas se cacher, nous rentrons dans un combat de conscience, mais aussi politique et juridique. Quelle est un petit peu votre approche anticipatoire? Sur l'objection de conscience, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste. Sur le plan juridique, bien sûr, nous travaillons sur ces questions-là. Les juristes qui sont intéressés à ce problème, ils travaillent. Mais le problème est assez complexe. Je crois que d'une certaine façon, il va falloir anticiper, si possible, plutôt que prévenir, plutôt que guérir. C'est-à-dire que la première urgence, c'est d'empêcher ces textes de loi de passer. D'empêcher ces textes de loi de passer. Alors je ne sais pas si vous souhaitez que je vous donne mon opinion sur le mariage homosexuel, hein, peut-être que ça pourrait être intéressant, mais effectivement, il y a un lien entre ce qui est en train de se passer, parce que ma conviction, mais étayée d'ailleurs par un certain nombre de choses concrètes, ma conviction, c'est que le mariage homosexuel, c'est le point d'entrée de la théorie du genre. Tout simplement. Mais vous savez, c'est quand même assez clair. Je vais vous donner deux illustrations. Première illustration, Caroline Mécary, encore elle. Caroline Mécary, encore elle, dans un texte qui est paru dans le Huffington Post et qui date du 14 avril dernier, donc vous voyez, c'est quand même très récent, et qui demande le mariage homosexuel, qui fait partie des tenants acharnés du mariage homosexuel, écrit la chose suivante, elle dit « Il faut séculariser le mariage civil en supprimant l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. » Il faut donc supprimer l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. Mais pourquoi je vous cite ce texte? Et là, vous voyez que je vous donne des éléments extraordinairement concrets qui vous permettent ensuite d'agir auprès de vos proches. Pourquoi? Comment se fait-il qu'une personne qui demande le mariage pour tous, en même temps, demande qu'on supprime dans le mariage la fidélité et la présomption de paternité? Ça montre bien que ce qui l'intéresse dans le mariage, dans le fait qu'on donne le mariage aux personnes de même sexe, c'est de briser le code du mariage. C'est de réduire à néant l'institution du mariage. Sinon, il n'y a pas d'explication. Quand je suis tombé sur ce texte, je ne vous cacherai pas que c'était pour moi un moment de joie, parce que je me suis dit, avec cette citation, j'ai une démonstration absolument imparable, que le but visé par le projet du mariage homosexuel, c'est de détruire le mariage. Parce qu'on ne peut pas réclamer le mariage pour les couples homosexuels et en même temps dire qu'il faut supprimer l'obligation de fidélité et supprimer la présomption de paternité. Ça veut dire qu'il ne reste rien du mariage. Il ne reste absolument rien. On peut l'avoir dans un contrat privé, comme le Pacs et non pas dans le mariage. Alors deuxième observation, on nous dit que le mariage homosexuel c'est la promotion de l'égalité. Alors là il faut être très clair, c'est un sophisme pur et simple. Pourquoi? Parce que l'égalité c'est la même chose pour des personnes qui sont dans la même situation. Or le mariage, pourquoi l'État se commet-il ou se lance-t-il dans l'idée de reconnaître le mariage? Vous tombez amoureux d'une personne, est-ce que vous allez voir votre député pour faire connaître votre amour pour cette personne? Est-ce que vous allez voir le président du conseil général?
en disant, vous savez, je suis amoureux de cette personne, est-ce que vous pourriez me donner un papier disant que vous le reconnaissez? Ça n'a pas de sens. Mais c'est pareil pour l'État. C'est pas parce que vous êtes amoureux d'une personne que l'État a s'en mêler. Et puis il ne va pas commencer à regarder comment vous êtes amoureux et vous dire qu'il faut vous y prendre autrement. Donc quelle idée d'aller chercher l'État pour faire reconnaître simplement une relation? Ça n'a rigoureusement aucun sens. Donc la raison d'être du mariage, c'est quoi? C'est que l'État a pour vocation première d'assurer la permanence de la société, c'est-à-dire le renouvellement des générations. Qu'on ne se retrouve pas dans 50 ans avec 3 personnes en France. Eh bien, lorsqu'il reconnaît le mariage, il reconnaît simplement le fait, pour un homme et une femme, d'être naturellement dans la situation de créer des enfants et de renouveler les générations. Or, les partenaires homosexuels, par définition, ils ne peuvent pas procréer. Seuls peuvent procréer les couples hétérosexuels. Donc on donne à des gens qui ne peuvent pas ce qui normalement est réservé à des gens qui peuvent. C'est donc une rupture de l'égalité, c'est un abus pur et simple de droit. Un petit peu comme quelqu'un qui dirait « je voudrais l'allocation familiale pour le 3e enfant ». Bien monsieur, vous avez un 3e enfant? Ah ben non, pas du tout. Mais je la veux quand même. Au nom de quoi on retirait cette allocation bien que je n'ai que 2 enfants? C'est du même topo, c'est de la même nature. Alors, autre sophisme, on vous dit « mais le mariage homosexuel n'enlève rien aux autres ». Mais bien sûr que si, ça enlève aux autres. Quand vous invitez des gens aujourd'hui, ben nous sommes 2 personnes mariées, nous viendrons dîner chez vous. Ben vous pensez, ce sont 2 personnes mariées, un homme et une femme. Désormais, vous allez systématiquement être obligé de préciser que vous êtes marié avec un homme ou avec une femme. Vous ne pourrez plus dire, je suis marié, je viens chez toi, je suis marié et je te signale que je suis marié avec une femme si vous êtes un homme, ou je suis marié avec un homme si vous êtes une femme. C'est-à-dire que nous cassons, avec le mariage homosexuel, un fondement identitaire pour chacun d'entre nous. Dans notre présence même dans la société, nous serons privés de cette identité. Il va falloir chaque fois préciser qu'on n'est pas marié avec un autre homme ou qu'on n'est pas marié avec une autre femme, si on en est un. Et on va faire systématiquement de l'homosexualité le centre de la définition. C'est par référence à l'homosexualité que nous allons nous définir, nous désormais en tant que couple marié. C'est quand même incroyable. On nous enlève purement et simplement ce qui fait le fond de notre identité de couple marié. Et comme vous avez dans le domaine professionnel une atteinte qui est portée à un corps par exemple de fonctionnaire ou un corps professionnel, le corps des avocats ou la profession d'avocat ou le corps des enseignants agrégés par exemple, et que vous donnez le type d'agrégé à des gens qui ne méritent pas, ben, les agrégés ils montent au créneau en disant que vous êtes en train de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas vocation à l'avoir. Et donc il y a bien une atteinte à cette identité, parce que l'agrégé ensuite, quand il va se présenter devant des tiers, on va lui dire mais vous êtes un vrai ou un faux? Ça c'est le premier point. Deuxième point, à partir du moment où les couples homosexuels seront mariés, eh bien ils auront droit, a fortiori, à tous les avantages fiscaux des couples mariés. Ce qui veut dire que nous qui avons le droit de penser que le mariage c'est entre un homme et une femme, parce que c'est la nature qui le montre, nous allons être contraints de payer avec nos impôts des avantages fiscaux pour des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et qui, s'ils ont des enfants, vont être obligés de recourir à la PMA, à la GPA, et donc on va nous obliger à payer par nos impôts la GPA et la PMA. Et on nous dit qu'on ne nous enlève rien. Là aussi, c'est un sophisme incroyable. Sur le plan de l'identité pour les enfants, comment allons-nous faire pour les enfants ensuite? Il va falloir chaque fois leur refaire un tableau de ce qu'est le mariage selon nous, selon la nature. C'est-à-dire qu'on va avoir un affrontement culturel épouvantablement déstabilisant pour les enfants. Donc on nous enlève la possibilité de donner à nos enfants de la façon la plus simple des rapports concrets. Et il va falloir les guider dans une mer démontée pour qu'ils arrivent à retrouver le chemin du port. Et puis même sur le plan de la représentation internationale, viendra un jour peut-être où un président de la République sera marié avec un autre homme, et puis peut-être cet autre homme sera un transsexuel travesti. Puisque c'est une dignité fondamentale qu'on est en train de nous demander de reconnaître. Et donc, alors qu'il y a là une fonction symbolique d'un État, où le président de la République représente véritablement l'État qu'il a élu, la nation qu'il a élu, le peuple qu'il a élu, eh bien sa représentation internationale à ce peuple va être quelque chose qui, manifestement, ne correspond pas à la nature, et il va falloir passer par ces fourches codines. Donc sur le plan symbolique, comme sur le plan matériel, comme sur le plan fiscal, comme sur le plan de l'identité dans les relations personnelles, il est évident que ce projet enlève énormément et qu'il a des conséquences désastreuses sur le plan humain. Oui? S'il vous plaît, que peut-on faire concrètement?
Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous donner de recette magique. Je ne peux même pas vous dire que une manifestation de 3 millions de personnes le 26 mai aboutirait au retrait de la loi. Je ne peux même pas vous le garantir. Je ne suis pas en train de dire de ne pas y aller. J'y serai. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme il y a une idéologie extrêmement virulente qui est à l'œuvre, je ne suis pas sûr que François Hollande puisse retirer le projet. Et donc ce que nous visons avec les manifestations, c'est quoi? C'est simplement faire en sorte que les magistrats comprennent qu'il y a un peuple qui s'est levé en France et que ce peuple est décidé, comme il ne l'a jamais été, à empêcher une destruction de la société telle qu'on nous la présente. Et les magistrats ont besoin de ça. Ils ont besoin de sentir que le peuple est autour d'eux, en quelque sorte, quand ils ont une conviction. Combien de magistrats ont dit, lorsqu'ils ont jugé, moi je ne suis pas d'accord avec cette avancée prétendue de la société, mais je n'ai pas envie d'imposer mes idées, donc je vais me retirer, je vais voter dans le sens qui n'est pas le mien. Ce qui est une folie. Ce qui est une folie, parce qu'on leur demande de juger en conscience. Et donc là, à partir du moment où une marée humaine se sera montrée une fois de plus à Paris, beaucoup de juges, on peut l'espérer, vont se dire, mais il faut que j'ai le courage, moi aussi, de dire non. Il faut que j'ai le courage de dire non. Et je vous raconte une anecdote, peu importe la personnalité, c'est l'anecdote qui m'intéresse. Maurice Papon devant ses juges à Bordeaux, 3 juges. Il les regarde, il leur dit, pendant la période noire dont nous parlons, 2 juges sur 3 se sont tus, lequel de vous est le 3e? En se tournant vers les 3 magistrats qui étaient face à lui. Il y a des moments où il faut parler. Parce que dire après coup, quand tout le monde est d'accord pour constater que c'était une horreur, qu'effectivement il ne fallait pas le faire, ça ne demande pas de courage. Ce qui demande de courage, c'est aujourd'hui de dire non, nous ne tolérerons pas cette atteinte fondamentale à la nature, non, nous ne laisserons pas nos enfants être déformés par des théories absurdes, non, nous ne laisserons pas une idéologie mortifère bouleverser la nature complète de l'homme, et nous nous dresserons face à cela, et pacifiquement, nous affirmerons avec une telle force ce refus absolu que tôt ou tard, les institutions représentatives, la justice, le Parlement sera contraint de dire oui, on laisse tomber, on va rien. Oui. J'ai une question. Un peu de prospective, vous avez, dans des cases à banane, si on va vers la PMA, la GPA, ça veut dire qu'il va y avoir une marchandisation des corps des femmes, donc c'est un peu contraire à la défense des droits de l'homme que de faire une marchandisation du corps humain, quoi. Donc où est la cohérence dans leur discours? D'autre part, si on fait encore un peu de prospective, ça veut dire que tout l'héritage culturel qu'on a accumulé depuis des siècles, et ben, à un moment donné, il y aura des personnes qui auront la volonté de le détruire, je veux dire physiquement. Des œuvres, des bâtiments, tout ça, à un moment donné, ça n'aura plus aucun sens. Oui, alors sur la cohérence, bien sûr qu'il n'y a aucune cohérence. Aucune cohérence. Mais regardez, si vous prenez un mouvement comme le mouvement écologiste en France, il est censé respecter la nature, et il est en pointe sur cette idéologie du genre. En février dernier, Le Monde publiait un article de quelques responsables écologistes disant, attendez, on est en train de marchandiser la médecine, par exemple, avec la PMA et la GPA. Mais ils sont minoritaires. Ils n'ont aucune influence concrète sur leur mouvement. Donc il y a des contradictions absolues. Et vous savez, on est dans un système où les contradictions ne gênent absolument pas ceux qui prônent des révolutions. Et d'une certaine façon, la révolution, c'est passer de contradiction en contradiction pour arriver au résultat qu'on vise. Simplement, nous faisons apparaître cette contradiction, mais sans nous faire de grandes illusions. Parce que, vous savez, vous tombez toujours à un moment donné, presque toujours, sur des personnes qui n'ont pas envie de comprendre, qui n'ont pas envie de se remettre en question et d'analyser véritablement, sérieusement, de quoi il s'agit. Vous avez des personnes qui rejettent avec rage toute pensée qui les met en difficulté avec elles-mêmes. Je me souviens, lorsque je faisais mes études de philosophie, ça m'a beaucoup marqué. Je parlais de Rousseau tout à l'heure.
Et je faisais un exposé sur Rousseau. Et j'avais pris le discours sur la science et les arts, dans lesquels Rousseau, qui est présenté comme quelqu'un de formidable, comme un grand penseur de lumière. Vous savez qu'il était exhibitionniste, Rousseau. Il a été exclu d'un lieu d'accueil parce qu'il allait se montrer aux petites jeunes filles en écartant son manteau. Je ferme la parenthèse. Et donc Rousseau, dans ce discours sur la science et les arts, dit « Il faut empêcher la populace d'approcher des auteurs de la connaissance ». Le grand démocrate Rousseau. Empêcher la populace d'approcher des auteurs de la connaissance. Je fais mon exposé, c'était en maîtrise de philosophie à Aix-en-Provence. Il a fallu que je monte sur la table et que, non pas je lise le texte, mais que je hurle le texte. C'est-à-dire que les étudiants que j'avais autour de moi, évidemment c'était une pleine période post-mai 68, plus je leur lisais le texte de Rousseau, plus je me contentais de lire ce texte, plus ça les exaspérait. Ça les rendait fous de rage. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur ce débat LGBT, je le vois avec la petite vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, les commentaires qui viennent, on a beau leur donner des citations, on a beau leur donner des références, on a beau leur dire, voilà, c'est à telle page, vous avez telle citation, ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien entendre. C'est indéfiniment la même chose qui revient en disant ce que vous dites est absurde, caricatural, ça n'a aucun sens. Donc il y a un moment où on est limité. Donc vous avez démontré qu'il y a une contradiction, mais si la personne ne veut pas l'entendre, vous ne pouvez pas aller bien loin. Ce qu'il faut, c'est encore une fois que nous ayons une action positive et que par notre présence, notre force, notre force pacifique, nous soyons finalement un obstacle infranchissable pour cette théorie. Encore une fois. Oui, alors il y a une question derrière, je la prends. Ça fait un petit moment que la main se lève. Moi je voulais savoir, parce que vous dites depuis le début que donc, un homme et une femme ou deux femmes c'est contre la nature, effectivement, mais en quoi ça dérange que deux hommes ou deux femmes se marient? Après vous parlez de GPA, la GPA pour l'instant est totalement interdite en France, donc on peut passer par l'adoption, qui est totalement légale, et en quoi un enfant qui n'a pas voulu être adopté par un homme et une femme sera plus triste en foyer que dans une famille avec deux hommes qui pourra l'élever, avec des repères peut-être autres que la nature, mais il pourra être heureux, il aura des repères quand même, il va aller avec d'autres personnes, il verra qu'il peut se marier avec une femme. En quoi ça dérange le mariage d'une femme? Alors, deux précisions. Moi, je ne souhaite pas qu'on m'enferme dans un débat uniquement sur l'homosexualité. C'est-à-dire que ce que j'ai dit pendant toute cette conférence, c'était que l'idéologie du genre, ça visait à abolir toute différenciation entre les sexes. Pas simplement entre deux personnes de même sexe, alors entre trois personnes, quatre personnes, une autre sexualité. Donc ça c'est une première précision. Ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit par ailleurs, bien sûr, mais je souhaite que ce soit dit. La deuxième chose, c'est, je crois avoir répondu par avance à votre question tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que nous constatons dans la nature, c'est que l'enfant vient d'un père et d'une mère. Vous pensez que ça pourrait être aussi bien si l'enfant est élevé par deux hommes ou deux femmes. Et c'est à vous de faire ces études. Je ne dis pas aussi bien, je dis peut-être ce sera différent, sûrement, bien sûr, mais je dis pas aussi bien, je dis ça peut pas être peut-être pire qu'un enfant qui va être en foyer, qui aura en foyer, l'enfant n'a aucun repère, que ce soit un couple homme-femme ou autre chose. Donc pourquoi avec deux hommes, il aura une scolarité, une vie qui sera peut-être différente d'un enfant qui aura vécu avec un homme et une femme en tant que Oui, alors si la question est celle-là, c'est très simple d'y répondre. Les couples hétérosexuels, les pères et mères, les hommes et femmes qui veulent avoir un enfant adopté, ils attendent 5 ans aujourd'hui pour en avoir. Ils sont obligés d'aller en Colombie, ils sont obligés d'aller en Russie, ils sont obligés d'aller dans les Indes. C'est-à-dire que si vous parlez des enfants qui ont besoin d'être adoptés, qui ne savent pas quel couple trouver, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous attendez 5 ans pour trouver un enfant adopté en France. C'est un véritable parcours du combattant pour les parents qui veulent adopter un enfant que d'arriver à l'adopter. Donc cette question que vous posez, elle est complètement inexistante. C'est-à-dire que ça fait partie des sophismes qui sont partout dans la presse, mais aujourd'hui, les enfants qui ont besoin de trouver un père et une mère, les pères et les mères sont là en train de les attendre des années durant. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres personnes. Mais si vous dites qu'il y a certains parents qui attendent cet enfant, peut-être que ces parents sont pas, parce qu'il y a des tests pour savoir si le foyer peut les accueillir, peut-être que le foyer n'est pas apte à accueillir ces enfants. Écoutez, on pourrait les envoyer vers un foyer. Non, on pourrait en parler à perte de vue, mais deux choses.
faisons les tests, parce que c'est important de savoir si le couple est équilibré, puis si celui-là ne l'est pas, trouvons-en un autre. Et quand vous en avez qui attendent 5 ans et que ce sont des milliers et des milliers de couples, je vous assure que vous en allez en trouver un deuxième, c'est certain. Et donc en fait, vraiment le problème, à mon avis, ne se pose pas du tout dans ces conditions-là. C'est une question totalement virtuelle qu'on met en avant et qui ne correspond pas à la réalité. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution, ne serait-ce que cela. Le principe de précaution, c'est à partir du moment où on s'écarte de ce qui est constaté partout, eh bien on fait des études avant de le faire. Et alors souvent on dit, oui, vous comprenez, s'il y a un couple où les gens se disputent, il vaut mieux qu'ils soient avec un couple homosexuel. Ah oui, mais ces couples homosexuels se disputent. C'est pareil. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il vaut mieux mettre un enfant dans un couple harmonieux. Mais ça n'a aucun rapport avec l'orientation sexuelle, ça n'a aucun rapport avec les relations. Et on pourra trouver des couples, d'ailleurs, vous savez, la stabilité dans les couples homosexuels, elle est faible. Donc il doit y avoir là aussi, comme ailleurs, des incompatibilités d'humeur. Une dernière question, oui. Vous dites qu'il faut qu'on prouve donc, que le fait que ce sera mieux ou pareil pour un enfant, je suis d'accord. Mais vous parlez que c'est pas au couple hétérosexuel d'apporter la preuve du contraire. Mais pareil, on part sur des faits qui n'ont jamais été prouvés. C'est une base qu'on a donnée à la nature, et à la vie. C'est comme ça, on l'a dit depuis génération et des générations, sans apporter aucune preuve non plus. Alors, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai répondu par avance à cette question. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire comme Rousseau. Hein, tout à l'heure, ce que je disais sur Rousseau. Rousseau dit, ce que je suis en train d'écrire, ça n'a jamais existé, mais l'expérience ne m'intéresse pas. Je veux créer mon homme idéal, et je vais vous dire ce qu'il faut faire pour que cet homme idéal vive. Là, vous êtes en train de dire, la nature, peut-être qu'elle n'existe pas, et qu'en réalité, elle a été construite au fur et à mesure. C'est une pure hypothèse. Donc on peut en parler à perte de vue, on n'en sortira jamais. Oui ? Y a-t-il un être humain qui soit né autrement que de la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule? Mis à part Jésus-Christ, je parle d'un être humain. À ma connaissance, il n'y en a pas. À ma connaissance, non plus. À ma connaissance, il n'y en a pas. Tout être humain est le résultat de la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule. Un spermatozoïde vient d'un organe masculin et une ovule vient d'un organe féminin. C'est la définition de masculin et féminin. Je propose. À partir de là, vous avez dit tout à l'heure au début qu'un homme pouvait décider d'être le père d'un tel. Ce qui me gêne, c'est que l'enfant, sa filiation naturelle, lui est cachée. Nous devrions d'abord commencer par demander que les accouchements sous X n'existent pas. C'est-à-dire que tout enfant a droit, à 18 ans, de connaître par l'État le nom de son géniteur, c'est-à-dire celui qui a fait le spermatozoïde, et le nom de sa génitrice, c'est-à-dire celle qui a fait son ovule. C'est un droit fondamental qui devrait être inscrit dans les droits de l'homme. Écoutez, je ne vois pas quoi répondre à votre question, puisque vous dites ce que je crois défendre, bien sûr. Je le pense aussi, mais je l'exprime. Bien sûr. Je l'exprime. Ma question, c'est que le mariage avait un but dans le temps, c'était de poursuivre la famille. Et que la famille, c'est quoi? C'est l'ensemble des êtres humains qui ont le même père et la même mère. C'est-à-dire les spermatozoïdes venant du même homme et les ovules venant de la même femme. Quand je dis bien et fécondés dans le corps de la même femme. C'est ça la famille. Les familles dites recomposées, c'est une invention. Ça n'existe pas. Je suis personnellement divorcé, mais j'ai toujours ma famille, qui sont les enfants que j'ai eus avec la même mère. Parce que vous n'en avez pas eu d'autres avec une autre famille. Ben, j'aurais deux familles à ce moment-là. Et ben moi j'ai deux familles. Et bien vous avez deux familles. J'ai une famille recomposée. Non, vous avez deux familles. Moi, ce que je vous propose, si vous voulez, je vais en rester. Il est nécessaire de revenir à la définition des mots. Bien sûr.
Simplement parce que il faut que je réponde simplement à ceci. Je vais répondre simplement à votre question en disant la chose suivante. Aujourd'hui, notre débat n'est pas tout à fait celui-là, ce que vous dites, mais n'oubliez pas que, même ce que vous avez dit sur la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, les tenants de l'identité du genre, ils vont dire, mais ça ne pose pas de problème. Simplement, on va se rencontrer le spermatozoïde dans une éprouvette avec son ovule. C'est tout. Et on aura un être humain comme si on l'avait fait naturellement. Parce que, encore une fois, à partir du moment où on franchit la ligne rouge, ils ont dit que la nature est devenue secondaire par rapport à la volonté d'affranchissement de l'homme, bah, les techniques modernes le permettent. C'est pour ça que cette théorie se développe avec une telle force aujourd'hui. C'est que les techniques commencent à permettre de telles manipulations. Donc encore une fois, ils vont vous répondre, mais le spermatozoïde rencontre l'ovule et ça fait un bébé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce bébé sera bien s'il sait qu'il est né dans une éprouvette, s'il ne connaît jamais ses parents naturels, et si en plus ses parents sont du même sexe. La question est aussi simple que cela. Est-ce que cette ce qu'il verra après s'il est adopté par un couple de même sexe, bien sûr. Mais c'est de dire que ce sont ses géniteurs, c'est ça le mensonge. Bien sûr, bien sûr. C'est un mensonge d'État. Je m'y trouve plus du tout avec la théorie du genre. Je regarde mon numéro de sécu qui commence par un 1. Alors le 1, est-ce que je pourrais choisir de le changer en fonction de si j'aime le rose ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est le 1 signifie que j'ai plus de chances que ma voisine d'avoir le cancer de la prostate? Autre question, est-ce que c'est pas aussi ne pas respecter les hétérosexuels et les homosexuels, puisque quelqu'un qui se dit hétérosexuel est attiré par quelqu'un, est-ce qu'il est attiré par quelqu'un qui a un autre sexe biologique ou un autre genre? Ça devient un truc, mais comment ça se gère? Alors, je ne sais pas si je comprends très bien votre seconde question. Sur la première, sur le numéro de sécurité sociale, vous ne croyez pas si bien dire, il y a un projet actuellement en cours pour supprimer le 1 et le 2, parce que ça introduit une différence entre les gens selon leur sexe. Donc il y a un projet très sérieux aujourd'hui qui est à l'étude, qui devrait voir le jour dans les prochains mois, en tout cas peut-être l'année prochaine. Ça consiste à supprimer l'attribution des numéros de sécurité sociale avec un 1 et un 2 selon les sexes. Alors je vais prendre quelques questions rapidement, parce que les gens qui ont pris la peine d'écrire, ils doivent avoir quelques réponses. Si c'est un projet européen, que faire pour s'y opposer? Je dirais qu'il faut arriver à mettre de côté la charte des droits fondamentaux, qui est une charte que notamment les Français n'ont pas voulu. Donc il faudra faire en sorte que les traités européens soient modifiés, pour qu'on arrive à faire comprendre que celui que nous avons aujourd'hui n'est pas applicable. Il va falloir penser aussi à cette Convention européenne des droits de l'homme, qui a été signée en 1974 et qui est devenue applicable ensuite au début des années 80. Parce que c'est quand même extraordinaire de penser qu'aujourd'hui quelques juges réunis à Strasbourg portent des jugements sur des questions fondamentales qui s'imposent à toutes les juridictions de chaque pays du Conseil de l'Europe, dont la France, en étant simplement nommés par les gouvernements. Quand on y réfléchit, au nom de quoi quelques magistrats nommés par des gouvernements de façon complètement obscure, parce que je ne pense pas que vous ayez entendu parler de campagne pour savoir qui serait nommé à la Cour européenne des droits de l'homme. Au nom de quoi cette Cour européenne des droits de l'homme prend-elle une décision qui s'impose, y compris lorsque c'est contraire à la Constitution? Donc il va falloir se poser la question. Et vous savez, dans les milieux juridiques, de plus en plus de gens prennent la liberté de dire aujourd'hui qu'il faudra penser, le cas échéant, à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Non pas parce que nous serions opposés aux droits de l'homme, mais parce que nous ne voulons pas de quelques magistrats qui dictent leurs lois aux États alors que leur légitimité n'est pas suffisante. Et l'une des raisons pour lesquelles la Convention européenne des droits de l'homme a été faite, c'est justement déjà, parce que le genre, ça remonte quand même à la Seconde Guerre mondiale, et même avant. Il y avait déjà des théoriciens qui commençaient à travailler sur la question. C'est que si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la déclaration de l'ONU, on vous dit qu'à l'âge nubile, l'homme et la femme peuvent se marier, ce qui montre bien qu'on est dans la procréation. C'est clair et net. Eh bien, cette déclaration n'a jamais été rendue applicable en France. Est-ce que vous vous rendez compte? La France a toujours refusé de rendre applicable sur son territoire la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée en 1948, à l'ONU. L'une des raisons, à mon avis, c'est qu'il y a une disposition comme celle-là qui gênait déjà les théoriciens en France. Et la Convention européenne des droits de l'homme, l'une des raisons pour lesquelles elle a été adoptée, parce qu'elle fait double emploi sur un certain nombre de points,
c'est que l'article qui concerne le mariage est beaucoup plus permissif que ne l'était celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il faut également poser la question autour de nous. Comment se fait-il que la France, pays des droits de l'homme, qui dit sans arrêt qu'elle est là pour faire respecter les droits internationaux, a toujours refusé de rendre applicable sur son territoire la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? Il faut bien trouver une raison, et la raison, semble-t-il, c'est celle-là. Alors ensuite, y a-t-il un pouvoir financier qui soutient cette idéologie du genre? Oui. On sait maintenant que toutes les grandes banques internationales soutiennent le mouvement LGBT. Toutes les grandes banques. Quasiment. Et notamment les banques américaines. Quel est leur intérêt? Peut-être le consumérisme débridé, et puis vous savez, il faut aller au-delà des questions d'argent. Ça, c'est une conviction qui vaut ce qu'elle vaut, je vous lis simplement la mienne. Je crois qu'il est toujours erroné de dire que les gens ne raisonnent que pour des raisons d'argent, pour des raisons matérielles. Même lorsque les personnalités les plus puissantes de cette terre ont autant d'argent qu'on peut le souhaiter, et encore bien plus, ça ne leur suffit pas. C'est toujours le pouvoir sur les hommes, c'est toujours la subversion des idées de fond qui les fait avancer. Et donc, dans ces organismes internationaux bancaires, il y a certainement des gens qui ne s'intéressent absolument plus à l'argent, c'est plus leur problème, mais ils sont dans un rêve idéologique, et c'est ce rêve idéologique que désormais ils poursuivent. Alors, tout seul, ou dans des groupes, dans des associations internationales, dans des confréries plus ou moins cachées, mais il y a une volonté manifeste d'aller le plus loin possible de ce côté-là. Vous n'êtes pas en train de, excusez-moi, vous n'êtes pas en train de dire que ce sont des banques en tant que telles, c'est plutôt les individus dans les banques. Bien sûr. Bien sûr. Le train en marche peut-il faire marche arrière pour nous faire quelque chose? Une alternance politique peut-elle proposer un changement de direction? Oui, bien sûr, dans les limites du droit européen, tant qu'on n'aura pas mis à bas le traité de Lisbonne. Oui, les alternances politiques peuvent faire quelque chose. Donc, faut-il que les gens qui vont prendre les rênes du pouvoir la prochaine fois s'engagent à revenir en arrière sur des éléments importants? Or, pour l'instant, ils ne sont pas forcément prêts. Ils ne sont pas forcément prêts. Là aussi, c'est une question de volonté, et puis de la part des électeurs de faire connaître leur volonté de façon très claire à leurs dirigeants politiques. N'estimez-vous pas qu'il y a une filiation entre la théorie du genre? On l'a déjà vu celui-là. Freud a dit, dans le cas où l'observation contredit ma théorie, je choisis quand même ma théorie. Oui, c'était un bon rousseauiste. Alors, désobéissance des professionnels concernés. Alors, la désobéissance, franchement, il faut y faire attention, c'est que dans les périodes délicates comme celles que nous vivons, les personnes qui prennent des risques sont rarement soutenues par leur père. C'est-à-dire que si vous avez des mères qui refusent de marier, par exemple, un couple de personnes de même sexe, par exemple, vous parliez tout à l'heure d'objection de conscience, je ne suis pas du tout certain qu'ils soient soutenus par des nombres importants d'autres mères. Une fois que quelques-uns d'entre eux auront été condamnés pénalement, je ne suis pas sûr que le reste continue à suivre. Parce qu'une condamnation pénale pour un homme politique, c'est l'inéligibilité, par exemple. Impossibilité de se présenter ensuite à des élections. Donc cette question est une question grave. Ce qu'il faut, c'est trouver un élément juridique, et je vous rassure, on y travaille de façon à permettre ce recouvrement de liberté sur le plan de l'objection de conscience. Mais c'est loin d'être évident. Il faut l'envisager si c'est nécessaire, mais il faut faire très attention. Concrètement, quel moyen a-t-on pour juger? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Que peut-on faire en particulier pour l'enseignement? Alors, pour l'enseignement, vous avez des associations qui se créent pour lutter contre la théorie du genre et qui vont introduire des recours juridiques. Donc, renseignez-vous, posez la question à ceux qui, autour de vous, d'après vous, ont des renseignements sur ces associations, et puis adhérez, soutenez-les. Un espoir est simple à la Norvège. Oui, la Norvège est en train d'abandonner la théorie du genre. Elle s'est rendue compte, la Norvège, elle est en train de quitter la théorie du genre parce qu'elle s'est rendue compte des effets désastreux que ça avait notamment sur les enfants. Donc vous voyez, il y a moyen de revenir en arrière. Il y a moyen de revenir en arrière. Voilà, y a-t-il encore d'autres questions? Eh oui, c'est pour ça. Oui, ils sont pas... Ils sont libres. Oui. Mais au moins ils ont réagi sur le plan national. Oui, une autre question? Oui, alors tout d'abord merci pour la clarté avec laquelle vous expliquez tout ça. Une question très concrète. Est-ce que plus fort. Il faut bien parler près du micro. Est-ce que voilà, vous m'entendez? Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de comment très concrètement un enfant en école élémentaire qu'est-ce qu'on va lui enseigner? Comment ça va se passer pour un enfant du CP, du CE1? Voilà. On a déjà des expériences qui ont été menées. Je parlais hier de l'expérience du petit ours brun, où on donne des fascicules de petit ours brun aux enfants, dans lesquels le petit ours papa est pareil que le petit ours maman,
et on brouille complètement les pistes pour l'enfant, c'est-à-dire que c'est toujours le papa qui fait le gâteau et toujours la maman qui répare la plomberie, et tout à l'avenant. Et on demande au petit garçon ou à la petite fille, au fur et à mesure, d'identifier des comportements et de constater qu'il n'y a absolument aucun lien entre telle situation et le sexe du père ou de la mère. Donc voilà un exemple très concret. Ce que je disais sur les camions pompiers et les poupées, c'est en cours aussi. Vous avez des écoles pilotes qui ont commencé à faire ça et qui systématiquement conduisent les petits garçons vers les poupées et les petites filles vers les camions. Donc c'est cette forme-là que cela va prendre. Et puis on a des formes qui sont plus pernicieuses, où on interroge les enfants, on leur pose des questions en disant mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'être un petit garçon? Enfin, vous voyez, et on les amène à se poser des questions sur ce qu'ils sont vraiment. Puis vous avez également un autre biais, alors qui s'adresse aux plus âgés, au collège, c'est ce qu'on appelle la ligne azur, par exemple. Vous avez entendu parler de la ligne azur. Lorsque les enfants ont un problème d'identité sexuelle, eh bien on leur dit connectez-vous vite à cette ligne azur. Et là on voit des scènes pornographiques, des gens qui sont à 3-4 dans un lit, des gens qui se piquent avec des seringues et de la drogue, et tout ça c'est encouragé par l'éducation nationale, qui propose officiellement la ligne azur dans les collèges aujourd'hui aux enfants. Mais c'est quoi le but affiché de tel... Le but c'est de casser les codes. C'est toujours pareil. Casser les codes et les repères, et que les enfants comprennent que désormais il n'y a plus aucune règle établie en matière de sexualité, en matière de comportement à risque. La seule chose qu'on leur dit c'est mettez un préservatif. Concrètement. Mettez un préservatif, à partir de là tout va bien, sortez protéger le dimanche. Mais jetez un coup d'œil sur les lignes azur, et ce que vous verrez, dites-vous bien que c'est bien moindre que ce qu'on y trouvait il y a 3 mois. Parce qu'il y a déjà eu des protestations il y a 3 mois, et les pires ont été retirés. Et donc, il y a un certain nombre d'associations qui ont gardé les témoignages de ces images, et franchement, c'est ahurissant, c'est proprement ahurissant. Donc c'est un peu tout ça. Et lorsque le tribunal administratif de Paris, en novembre dernier, a annulé l'agrément d'SOS homophobie, c'est tout simplement pour des raisons de ce type. C'est-à-dire que le tribunal a constaté qu'alors que l'association était là simplement pour essayer de sensibiliser prétendument au risque de stigmatiser des gens qui avaient une orientation sexuelle, etc., différente d'eux, mais en réalité, il faisait passer des multitudes d'idées sur le transsexualisme, sur le bisexualisme, sur le fait qu'on pouvait être à plusieurs ensemble, etc., etc., que ça n'a plus rien à voir avec ce qui avait été prévu initialement dans l'agrément. Mais je ne suis pas sûr que quoi que ce soit ait changé. Un nouvel agrément a été donné à l'association, et il faudrait voir ce que fait à nouveau l'association dans les collèges et les lycées. C'est évident qu'elle ait changé de comportement. Et là, par contre, les parents sont en état de protester. Vous avez la possibilité de saisir les tribunaux et de faire respecter vos droits. Oui. Apparemment, il semble néanmoins que le genre soit rentré dans les programmes dès la rentrée 2013, dès septembre 2013. C'est ce qui est prévu. Mais déjà, dans les manuels de SVT première, vous avez déjà des exposés qui touchent la théorie du genre. Mais des CP, apparemment. Ah, dans les CP, tout à fait. Alors, la loi n'est pas encore votée, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas d'où vient la question, donc je regarde peut-être dans la mauvaise direction. Donc, oui, c'est ce qui est prévu pour la rentrée 2013. D'ailleurs, dans le document du gouvernement dont je parlais tout à l'heure, vous avez une mention très claire là-dessus, que je n'ai pas citée tout à l'heure. L'identité de genre sera enseignée de manière adaptée dès l'école. La circulaire du 17 février 2003 devra être revue en conséquence et à cette fin. Les enseignants auront un module à leur programme de formation initiale, et une ligne d'écoute téléphonique assurée par les associations de lutte contre l'homophobie sera promue largement en milieu scolaire. Un guide pratique sera diffusé dans les universités dès la rentrée 2013. Non, j'avais une question. Oui. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un vous dire que vous étiez un peu excessif, et je pense qu'il y a des sujets où vous n'avez pas été assez. Parce que, par exemple, sur la PMA et la GPA, on sait que l'issue... Prenez un micro parce que les gens vous entendent mal. Puis comme le débat est enregistré, ce sera bien que les questions soient entendues. Voilà, que j'ai entendu dire que vous étiez un peu excessif, et moi je ne le pense pas, donc je me permets de le dire, et j'aimerais que vous reprécisiez, parce que sur la PMA et la GPA, qui sont des résultantes automatiques aujourd'hui, pratiquement de droit, par les premières lois qui arrivent, on va vers une situation d'eugénisme qui est évidente. On regarde comment ça se passe avec le maïs quand on choisit la semence. On voit, à partir du moment où on a un choix, il y a simplement qu'à aller voir, j'ai été voir par curiosité sur Internet ce que pouvaient proposer des gens dans des pays étrangers. Et bien ça y est, on essaye de proposer
déjà une sorte d'eugénisme, mais ça ne peut que s'empirer. Il faut être inconscient pour ne pas le voir. Enfin, moi, je demande aux gens d'ouvrir leurs yeux, d'aller sur Internet, ceux qui font des négations de la tête, d'aller voir Internet, d'aller voir ce que l'on voit, parce qu'on est dans une situation catastrophique, et qu'aujourd'hui, on s'est planté sur tout ce que l'on a touché. Chaque fois qu'on a voulu remettre la vie en question, on s'est planté dans tous les domaines de la science. Aujourd'hui, on s'est dit, on s'est planté de partout, et bien on y retourne sur l'homme et on va recommencer. Voilà, Oui, non, bien vous avez raison, le danger de l'eugénisme est très présent, hein, c'est certain. Sur la GPA, vous savez que le mois dernier, une société américaine est venue à Paris pour faire de la prospection sur la GPA. C'est-à-dire pour proposer aux gens, moyennant un tarif déjà d'entre 6 et 8 000 euros, de prendre date pour faire un bébé à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Sur le danger de l'eugénisme, vous avez raison, et c'est en marche depuis des années. Et là, je voudrais simplement faire une remarque. Il faut ne pas hésiter à se servir du cinéma. Le cinéma a de mauvais aspects lorsqu'on en abuse, mais moi je suis très cinéphile, et il y a des films qui sont excellents sur la dénonciation de l'eugénisme. Je pense par exemple à Bienvenue à Gattaca, qui est un film qui a été complètement boudé par la critique au départ, qui a été complètement saccagé par la critique. C'est un film qui est une machine de guerre contre l'eugénisme. Faites-le voir autour de vous, à vos enfants, c'est un excellent film au demeurant. Et alors ce qui est amusant, pour la petite anecdote, c'est que quand le film est sorti avec ce doublage, à la fin du film, je ne sais pas si sur les DVD qui sortent aujourd'hui, vous allez retrouver cela. À la fin du film, il y avait un défilement générique qui disait « Si l'eugénisme tel que pratiqué dans ce film avait été appliqué, Marie Curie n'aurait jamais vu le jour, Einstein n'aurait jamais vu le jour. » Il y a toute une série de noms qui défilent. Et bien lorsque le film est sorti en salle, le générique avait disparu. Ce générique de fin avait été enlevé par les maisons de production françaises. Et on voit très souvent, dans les films d'ailleurs, on voit très souvent des manipulations au moment du doublage. C'est pour ça qu'il est important parfois de voir la bande originale. Au moment du doublage, un certain nombre de sociétés de doublage en France suppriment ou transforment les mots de façon à ce que le message du film soit détourné. Et un autre film qui est intéressant, alors cette fois-ci sur le clonage, c'est The Island. Il y a des quantités de très bons films dans le domaine de la science-fiction, L'Âge de cristal par exemple, qui est un vieux film et qui n'a rien perdu. Donc il ne faut pas hésiter à faire voir ce type de bons films aux plus jeunes de façon à les sensibiliser et puis à faire des débats aussi ensuite après avec eux. Donc nous avons des moyens, mais il faut ne négliger aucune technique de communication pour pouvoir répondre à cette bonne parole. Oui, pour aller dans ce sens, dans une émission... Il vous faut le micro, La France Culture, l'émission en février 2012, Les Champs du Possible, il y avait une émission très sérieuse sur l'utérus artificiel. Donc il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui travaillent pour ça, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de demande. Donc ça veut dire que la technique, la mise à disposition de cette chose va créer un appel, une demande, qui en réalité n'est pas. Donc c'est vraiment les fins de consommation sont claires et l'eugénisme est là. C'est-à-dire quand on aura l'utérus dans les placards, on aura libéré les femmes de cette contrainte qui est la grossesse. Alors il y a une question, il faut vous donner la parole, parce que c'est vraiment... Vous avez tout à fait raison, merci. Pourquoi est-ce que les mouvements LGTB, c'est ça? BT, ne se rendent pas compte que c'est dangereux pour eux, puisque même l'appellation homosexuelle, lesbienne, est un code qui tient compte du on est mâle, on est femelle, on est... Parce que si ça n'a plus aucune importance, même le mot homosexuel ne fait pas sens, hétérosexuel ne fait pas sens non plus, bisexuel ne fait pas sens non plus. C'est un code. Non, mais c'est passager. C'est passager. Voilà ce que dit Elisabeth Badinter, l'épouse de l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui a écrit un livre qui s'appelle L'un et l'autre, qui est un des premiers livres sur le genre d'ailleurs en France. Et elle a écrit dans XY de l'identité masculine, page 233-234, comme c'est enregistré, ça me permet de donner encore des références précises. Elle écrit « L'homosexualité est une étape vers l'hétérosexualité ». Alors je répète. L'homosexualité est une étape vers l'hétérosexualité. C'est une phrase absolument incompréhensible, sauf si on l'interprète dans le sens de l'identité de genre avec sa fin. Parce que l'homosexualité casse déjà un code entre les sexes, donc on va ensuite, en abolissant toutes ces différences, aboutir à cette sexualité perverse et polymorphe dont je parlais tout à l'heure, et à partir de là, on crée une autre hétérosexualité.
Je parlais tout à l'heure de moi prenant une identité féminine et allant avec une femme, je deviens lesbienne. Eh bien, il va y avoir une autre hétérosexualité parce que l'altérité va se fonder sur autre chose, va se fonder sur des relations sociales, par exemple. Et donc, je sais que ça semble ahurissant, on a un peu de mal à suivre, mais quand ce que vous dites, non, ça n'est pas vrai, parce qu'au contraire, c'est une étape vers. Dès lors qu'elle est systématisée, dès lors qu'elle est érigée en norme. Encore une fois, je ne veux surtout pas me laisser enfermer dans un débat sur l'homosexualité. La seule chose que je veux faire entendre ici, c'est qu'à partir du moment où quelque chose qui n'est pas une norme le devient, eh bien, les codes étant complètement rompus, il n'y a plus aucune référence à la nature. Et donc, on comprend à ce moment-là cette phrase d'Elisabeth Badinter, parce qu'on aura une nouvelle détermination des relations sexuelles. Alors, où s'arrêtera cette détermination des relations sexuelles? Ça, Dieu seul le sait. Parce que les critiques qui ont été faites, y compris par des personnalités très, très haut placées, en disant, mais avec ce type de raisonnement, ce type de loi, après tout, qu'est-ce qui interdira l'inceste? Quand on pense inceste, on pense à l'inceste avec un mineur. Alors là, évidemment, on proteste tout de suite en disant, mais non, avec un mineur, on va le protéger par des lois sur les mineurs. Éventuellement. Parce que je vous rappelle qu'il y a des ministres qui ont écrit des livres disant qu'ils allaient à l'étranger pour rencontrer des jeunes gens, des mineurs. Et qu'on fait étudier dans toutes les écoles Gide, qui racontent comment il allait attirer avec des bonbons et du chocolat les petits-enfants en Grèce pour les faire venir dans sa maison et pour passer la nuit avec eux. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil sur ce que j'allais dire. Oui, l'inceste. Mais entre adultes, qu'est-ce qui va interdire l'inceste? Quelle raison de s'opposer désormais à l'inceste? Aucune. Aucune. Donc, on voit bien les conséquences vers quoi tout cela nous mène. Alors, les structuralistes, y compris les structuralistes, je pense à quelqu'un comme Lévi-Strauss, qui n'est pas susceptible d'être accusé de ne pas être du côté de l'histoire, encore qu'à la fin de sa vie, il a fait un petit peu machine arrière. Mais Lévi-Strauss disait, comme tous les anthropologues, l'interdiction de l'inceste, c'est le fondement de toute société. Parce que c'est une sorte de langage qui permet aux gens de sortir de leur petit milieu, et les sociétés communiquent par cet échange des femmes. Alors c'était évidemment une vision anthropologique dans les sociétés primitives, mais ce qui était admis par tous, c'était que l'interdiction de l'inceste, c'était le fondement de toute vie en société. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc là, avec des ruptures de code comme celles à laquelle nous assistons, même ce fondement risque d'être atteint. Et je ne vois pas comment nous pourrons nous y opposer si nous laissons faire. Parce qu'encore une fois, pour quelle raison interdira-t-on des relations incestueuses entre les adultes? Il n'y a aucune raison. Voilà, je crois... Alors, il y avait une dernière question. Alors, la toute dernière. La dernière est très simple. D'abord, merci pour votre exposé. Pourriez-vous juste préciser la différence entre orientation et identité sexuelle? Ah bah, l'identité sexuelle, c'est est-ce que je me sens femme ou homme? L'orientation, c'est est-ce que je suis tenté par les hommes ou par les femmes? C'est tout simple. C'est uniquement ça. Écoutez, merci beaucoup de votre attention.